Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire Une heure pour comprendre et agir, consacré au plan local biodiversité. On va attendre peut-être 1, 2 minutes que les gens se connectent au fur et à mesure. Bonjour à tous. On a à peu près 80 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Donc, effectivement, on attend un peu que tout le monde arrive avant de démarrer. On va peut-être démarrer. Tu es Ouais, d'accord? Allez. allez, faut pas trop prendre de retard pour libérer à 14 heures. Exactement. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire, donc une heure pour comprendre et agir, consacré au plan local biodiversité. On va passer 1 heure, du coup, ensemble pour vous présenter différents outils, des dispositifs, des démarches pour vous aider à réaliser votre plan local pour la biodiversité. On entendra également 2 témoignages de collectivités qui viendront vous éclairer sur le sujet. Donc, du coup, les règles du jeu de ce webinaire, du coup, vos micros ne sont pas activés, donc vous pouvez poser une question en utilisant le module QR, question-réponse, qui est réservé à cet effet. Et du coup, le webinaire est enregistré, le replay et les supports de présentation seront prochainement en ligne sur le site internet de l'ARBE. Donc, le programme de ce webinaire se compose de 3 interventions. La première intervention sera de Thomas Fourest, chargé de mission biodiversité et territoire à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, qui vous présentera le guide Comment réaliser son plan local pour la biodiversité, qui va apparaître prochainement. Puis viendront 2 témoignages de collectivités, la commune de Colobrières, avec Madame Nelly Lapré, directrice des services techniques de Régie des eaux de Colobrières. Et ensuite, la commune du Canet-des-Maures, avec Sébastien Houbard, responsable du pôle urbanisme et développement durable. Et moi, donc, je suis Stéphanie Garrido, chargée de mission à la RBE également. J'ai pour mission, pendant ce webinaire, d'animer les séquences questions-réponses qui interviendront après chaque intervention et de gérer le temps. Diapo suivante. Peut-être du coup, la RBE, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, qui sommes-nous? La RBE est un outil de coopération entre la région, l'État et ses agences et de grandes collectivités. L'ARB agit comme une plateforme partenariale et collaborative avec pour mission principale de mobiliser l'ensemble des acteurs et d'accompagner les territoires sur les sujets de biodiversité, de l'eau et de la transition écologique. Nous sommes une quarantaine d'agents et nous intervenons principalement sur 4 axes d'intervention. L'accompagnement des collectivités et des acteurs dans les démarches et actions de préservation de la biodiversité, de l'eau et de la transition écologique. Un axe sur l'amélioration et la valorisation des connaissances. Également un axe sur l'information, la sensibilisation et la formation des différents publics à ces enjeux-là.
Et pour finir, un axe sur l'animation de réseaux d'acteurs et le développement de projets européens et internationaux. Donc, en quelques chiffres, 230 collectivités accompagnées, 2500 participants aux événements par an et de nombreuses publications de référence et un peu plus de 100 gestionnaires dans les réseaux que nous animons. Sans plus tarder, je passe la parole à Thomas Fourest qui va enchaîner sur le sujet plan local de biodiversité. Merci Stéphanie. Oui, tout d'abord, avant de vous parler du plan local pour la biodiversité, un petit rappel sur ce qu'est la biodiversité. C'est toujours bien de se remettre un peu à jour et puis d'être tous au même niveau sur ce qu'on entend par biodiversité. C'est d'abord trois niveaux de diversité du vivant qui sont en interrelation. C'est la diversité des espèces, dont l'homme fait partie. Nous faisons partie des espèces vivantes sur cette planète. La diversité des gènes au sein d'une même espèce, c'est la diversité des individus au sein d'une même espèce, et la diversité des habitats. De manière générale, plus la biodiversité d'un territoire est importante, plus ses capacités de résilience et d'adaptation face aux crises sera importante. Euh, on est en région méditerranéenne dans ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité, c'est-à-dire un secteur sur la planète sur lequel on a une grande richesse en termes de diversité du vivant et en même temps des pressions importantes. Du coup, on a cette chance-là en région d'être sur d'une certaine manière, ce point chaud, puisqu'on a une grande diversité du vivant, mais en même temps une responsabilité importante pour la préserver. Euh, Cette biodiversité est aujourd'hui sous pression. Je pense que tout le monde est au courant, voilà, et sous pression à différents niveaux, au niveau mondial, national et régional. Les principales menaces qui pèsent sur les espèces vivantes sur la planète sont toutes causées par les activités humaines, principalement, hein. La destruction des habitats naturels par l'artificialisation des sols ou le changement de destination des sols. Euh, la destruction des habitats naturels, les pollutions de l'eau, des sols, de l'air liées à la production, notamment de biens et de services, euh, la surexploitation des ressources, que ce soit l'eau, le bois, la pêche, tous ces éléments-là, la propagation des espèces exotiques envahissantes, qu'elles soient végétales ou animales, par la mondialisation des échanges. Puis vient se rajouter à ces menaces et ces pressions sur la biodiversité, une pression globale qui est liée à l'accélération du changement climatique et qui ne permet pas à certaines espèces de s'adapter suffisamment rapidement. Euh, voilà. Donc vous avez là quelques chiffres alors, au niveau national sur l'évolution de l'abondance des populations d'oiseaux qu'on voit décliner un peu dans tous les secteurs, et puis des bilans de liste rouge régionale des espèces menacées de disparition par différentes actions, que ce soit chez les oiseaux, chez les papillons, chez les libellules, voilà, chez ces différentes espèces. Donc c'est un constat un peu difficile, mais c'est pour ça justement qu'il faut qu'on puisse passer à l'action, parce que cette biodiversité, euh, elle nous apporte tout un tas de services que nous avons tendance peut-être un peu à oublier, que ce soit pour nous nourrir, nous chauffer, pour notre santé, pour réguler les pollutions et les inondations, pour adapter nos villes au changement climatique, pour développer un cadre de vie agréable pour les habitants et attractif, puis pour nous inspirer, pour nous reposer, le week-end en particulier. Euh, voilà. Alors, comment passer à l'action? Les collectivités sont au premier rang hein, pour enrayer cette perte de biodiversité, puisque c'est elles qui sont sur le terrain et du coup qui sont en développement de projets dans les territoires. Mais on s'aperçoit qu'on est souvent un peu démunis face à ce sujet, face aux actions à mener pour répondre à ce vaste défi qui semble parfois un peu loin justement de cet échelon communal. Donc, comment contribuer à la préservation de la biodiversité sans se disperser en étant le plus efficace possible? C'est un peu un des objectifs de l'élaboration d'un plan local pour la biodiversité. Alors, plan local, stratégie ou plan d'action, peu importe, mais en tout cas, un plan local, c'est une démarche qui permet d'agir en étant le plus efficace possible pour préserver le vivant dans vos territoires.
Donc, c'est une démarche qui doit s'appuyer sur un diagnostic, c'est-à-dire qui puisse s'appuyer sur une synthèse des connaissances existantes en matière de biodiversité sur le territoire et une analyse de ces connaissances et d'en tirer les enjeux pour son territoire. C'est un projet qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour que chacun prenne sa part pour préserver la biodiversité. Ce n'est pas que les actions de la commune. Les acteurs socio-professionnels et les citoyens doivent pouvoir aussi prendre leur part dans ce défi. Un projet structurant pour l'ensemble du territoire et intégrateur des politiques publiques, c'est-à-dire qui prennent en compte les documents de planification, que ce soit le SRADET, le SCOT, le PADD, et intégrer les enjeux dans les documents d'urbanisme. Et puis un projet évolutif s'appuyant sur un engagement à long terme, c'est-à-dire qu'il soit suivi et évalué dans le temps afin d'ajuster son plan d'action aux évolutions des enjeux. Alors, la question de l'échelle sur le sujet de la biodiversité et de la préservation de la biodiversité peut être posée, mais euh, en réalité, il est important d'agir à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle de la parcelle, du quartier, de la commune, de l'intercommunalité ou plus largement. On a différents niveaux d'échelle pour agir sur ces sujets-là. C'est vrai que euh, certains enjeux de type restauration des écosystèmes ou d'écosystèmes forestiers ou de certains répondent pas forcément à l'enjeu communal ou des analyses sur des grands ensembles de déplacements d'espèces, de continuité écologique euh, peuvent être plutôt abordées à l'échelle intercommunale et puis des actions plus concrètes sur le terrain euh, abordées à l'échelon communal. Un des dispositifs qui permet de réaliser un plan d'action locale pour la biodiversité, c'est la démarche territoire engagée pour la nature, mais j'en parlerai un peu plus loin. Donc, la première étape, et parfois qu'on a tendance peut-être un peu à oublier dans la réalisation d'un plan local pour la biodiversité, c'est le diagnostic de son territoire, c'est-à-dire connaître son territoire, faire la synthèse et l'acquisition de connaissances sur son territoire. Et ça, c'est vraiment un préalable important pour pouvoir avoir des actions qui soient le plus efficaces possible et qui répondent vraiment aux enjeux de son territoire sur la biodiversité. C'est ce qui va vous permettre d'objectiver en fait le choix de vos actions et d'être effectivement efficace sur ce sujet-là. L'accompagnement par une expertise naturaliste sur cette partie-là est indispensable. Il est très rare que les collectivités en interne les compétences. Ça peut arriver, du coup, c'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, ça fait appel à quand même de nombreux experts de la nature, et du coup, cette expertise est vraiment importante pour vous accompagner dans ce travail-là de diagnostic. Euh, Plusieurs plateformes aujourd'hui de données naturalistes existent et vous donnent accès à une première base de connaissances sur ce qui est disponible aujourd'hui en termes de connaissances sur votre territoire. Également, les zonages sur l'environnement sont disponibles sur le site de l'Adréal. Euh, et enfin, quand même, j'insisterai sur la plateforme régionale Silène, qui est le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, qui est un programme national et qui est piloté en région par l'Adréal et avec l'appui de la région et de l'OFB et animé par le Conservatoire d'espaces naturels et le Conservatoire botanique national alpin. Cette plateforme, elle permet d'accéder à un certain nombre de données qui existent. Il y a deux niveaux d'accès à cette plateforme. Un niveau, j'allais dire, grand public, où vous allez pouvoir accéder à une donnée en nombre d'observations, nombre d'espèces sur la commune et le nombre d'observateurs, et puis la liste des espèces. Alors, on peut rechercher soit par espèce, soit par commune sur cette plateforme. Euh, mais vous ne pourrez pas forcément aller plus loin voilà, c'est une première information sur votre territoire. Il y a un autre niveau d'accès qui est un niveau expert, qui est sur demande auprès des administrateurs de Silène, en fonction du projet que vous souhaitez réaliser, qui permet d'accéder à une donnée plus précise des points d'observation faits sur la commune. Euh, pour aller au-delà sur la question du diagnostic, une démarche qui existe
aujourd'hui et qui permet vraiment de faire cette analyse-là dans son ensemble, c'est les atlas de la biodiversité communale, dont certains ont sûrement déjà entendu parler ou sont même déjà réalisé ce type de démarche. Les atlas de la biodiversité communale, ils permettent à une collectivité de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. Donc, il y a une partie effectivement connaissance et qui permet de réaliser un diagnostic et des inventaires naturalistes complémentaires par rapport à la connaissance existante de votre territoire, de mobiliser le grand public, mais également les acteurs socioprofessionnels sur l'appropriation de ces enjeux en termes de préservation du vivant. Et puis, c'est aussi un outil stratégique, puisque l'idée, c'est de sortir de cet ABC avec des enjeux identifiés à travers une cartographie des enjeux et, euh, et également des pistes d'action pour répondre à ces enjeux. Cette démarche, c'est un appel à projet annuel qui sort la plupart du temps en février, dont les résultats ensuite sont avant le mois de juillet, qui est porté par l'Office français de la biodiversité, avec un jury technique qui est en région, euh, composé de l'Office français de la biodiversité, de l'ADREAL, de la région, de l'Agence de l'eau et de la RBE. Donc les différentes étapes de l'ABC, comme je vous disais, il y a une première partie qui est de rassembler les analyses et analyser la connaissance existante à partir de la consultation des bases de données existantes, mais également éventuellement de naturalistes locaux qui auraient une information sur votre territoire qui serait intéressant de capitaliser. De définir les besoins pour conduire de nouveaux inventaires en fonction des espèces qui seraient peu connues ou mal connues ou des territoires qui ne seraient pas du tout inventoriés sur votre commune, de réaliser ces inventaires, de cartographier les enjeux de votre commune en matière de biodiversité, et puis de restituer, diffuser ces résultats et intégrer ces enjeux-là dans votre projet pour votre commune. Toute cette démarche-là doit s'accompagner d'une animation et d'une concertation avec les habitants de la commune, soit en les impliquant dans la réalisation d'inventaires naturalistes, soit des sorties nature, soit des journées de sensibilisation. Voilà. Et l'élaboration du plan d'action également doit se faire en concertation avec les acteurs de la commune. Alors, dans la réalisation de ce diagnostic, il y a une partie importante qui est effectivement la définition des enjeux de votre territoire, qui doit se faire avec les experts naturalistes avec lesquels vous travaillez. On a aujourd'hui une cinquantaine de collectivités qui sont réalisées ou qui sont en cours de réalisation d'Atlas de la biodiversité communale en région. Et concernant du coup l'identification des enjeux, dans le domaine de la biodiversité, on a plusieurs grands enjeux. Il y a souvent des enjeux de connaissance, c'est-à-dire malgré le diagnostic et les inventaires réalisés, la connaissance va être partielle parce qu'on ne peut pas forcément tout. Il faudrait des moyens très importants pour réussir à inventorier l'ensemble d'un territoire avec le nombre d'espèces connues. Donc, il peut y avoir une programmation dans le temps de secteurs ou de taxons complémentaires à inventorier, qui peut être prévue en matière d'enjeux d'amélioration de connaissances. Des enjeux de préservation ou de restauration avec des stations d'espèces protégées ou des habitats d'intérêt majeurs ou des continuités écologiques à préserver ou à restaurer, des enjeux de sensibilisation et d'éducation, de manière à ce qu'il y ait une appropriation du sujet par les habitants et les différents acteurs, et une compréhension, une acceptation des actions qui vont être réalisées pour préserver certaines espèces de votre territoire. Et puis un enjeu d'intégration de la biodiversité dans l'ensemble des politiques publiques, que ce soit en matière d'aménagement, d'urbanisme, de gestion des espaces naturels, d'adaptation de l'éclairage public. Et du coup, c'est le croisement de ces secteurs à enjeux qui vont être identifiés et des secteurs concernés par les projets de la collectivité qui nous permettent de mettre en lumière ces enjeux d'intégration de la biodiversité dans votre politique publique. Donc, comme je le disais, hein, tout au long de l'élaboration d'un plan local, il est important d'associer, alors non seulement les acteurs, mais l'ensemble des services de la collectivité et l'ensemble de l'équipe municipale au projet,
si on veut que les actions qu'on souhaite réaliser puissent aboutir. Du coup, une fois ce diagnostic réalisé, l'étape suivante, c'est d'identifier effectivement un plan d'action. Alors, avant d'aller directement aux actions, il faut peut-être se fixer des objectifs qui soient réalistes et qu'on puisse atteindre voilà, maintenant et en fonction des moyens qu'on peut avoir identifiés. Donc là, sur la droite, vous avez un exemple hein, de type d'enjeu, d'objectifs et d'exemples d'actions qui, qui peuvent être faits sur la base d'un diagnostic qui révélerait la présence de chauves-souris d'intérêt européen sur le territoire de la commune. Euh, donc ce travail d'identification des actions et de priorisation, euh, il peut être réalisé justement dans le cadre d'une candidature territoire engagé pour la nature où vous serez guidé pas à pas dans une démarche de réalisation d'un plan local pour la biodiversité. Euh, et les actions peuvent être identifiées et doivent être identifiées dans les différents domaines de compétences de la collectivité. En matière d'urbanisme, notamment pour prendre en compte les continuités écologiques et préserver le foncier dans le cadre de votre PLU. En termes d'aménagement, en adaptant l'éclairage public, par exemple, hein, ou en pratiquant l'extinction lumineuse, donc ça peut faire partie des actions à réaliser, la désimperméabilisation des sols, l'accueil de la faune dans les bâtiments, si c'est des éléments identifiés comme importants pour votre collectivité, la gestion des espaces verts, ou de vos espaces plus globalement, qu'ils soient forestiers ou espaces verts, en pratiquant une gestion écologique de ces espaces, la sécurité à travers l'interdiction de circulation des véhicules à moteur en espace naturel ou la sermentation d'un garde champêtre, garde de la nature, c'est une possibilité aussi. En matière d'éducation, la réalisation de classes vertes ou terres éducatives terrestres ou marines qui permettent de sensibiliser les scolaires à ces enjeux de biodiversité et de les rendre acteurs de leur territoire. Voilà, tout un tas d'actions possibles qui peuvent être réalisées par la collectivité en fonction des enjeux et des objectifs que vous vous fixez sur votre territoire. Et comme je le disais, du coup, ce plan d'action peut être réalisé dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Territoire engagé pour la nature, qui est un programme d'engagement sur 3 ans qui permet de réaliser un plan local pour la biodiversité, de bénéficier de ressources et d'accompagnement en région et de valoriser votre collectivité. Donc, le dispositif TEN, c'est un des 3 volets d'un dispositif plus large qui s'intitule Engagé pour la nature et qui s'adresse aux collectivités et aux communes et aux intercommunalités urbaines, rurales, et qu'elles soient débutantes ou initiées en matière de biodiversité. Il est lancé depuis février 2019 et il est porté au niveau national par l'Office français de la biodiversité et Régions de France. Il est animé en région par l'Office français de la biodiversité, l'ADREAL, l'ADRAF, la région et la RBE qui constituent le collectif régional. Donc, vos candidatures seront analysées par des partenaires techniques, le département du Vaucluse, les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, les CAUE, agences d'urbanisme, le CEREMA ou l'Union régionale des centres permanents d'initiative à l'environnement. TEN, c'est aujourd'hui en région 62 collectivités reconnues, et dont 21 qui le sont depuis 2019 et qui ont renouvelé leur engagement. Thomas, il faut que Que tu... j'accélère. Exactement, je te D'accord, laisse plus que quelques minutes. je fonce. J'avais plein de choses à vous dire. Du coup, les étapes de TEN. TEN vous permet de réaliser un état des lieux de vos actions à travers un questionnaire de 60 questions, de formaliser votre projet global pour la biodiversité et du coup un programme d'action sur 3 ans qui soit réaliste et concret, d'obtenir une reconnaissance nationale et régionale, de bénéficier d'un accompagnement de la RBE tout au long de votre projet, de renforcer les connaissances et les compétences de vos équipes en matière de biodiversité, et au bout de 3 ans, d'être évalué et d'évaluer vos actions, éventuellement de renouveler votre candidature.
Le questionnaire et les candidatures sont ouvertes du 16 octobre 2023, donc prochainement, et du 30 janvier jusqu'au 30 janvier 2024. Le dossier de candidature, il se compose d'une présentation de la collectivité de son contexte, d'une soixantaine de questions, mais qui vous permet de rentrer déjà dans une démarche du coup de plan biodiversité, puisque vous faites l'état des lieux de ce que vous faites déjà et de ce que vous pourriez faire sur ce sujet-là. La présentation de votre projet global et la présentation de fiches actions, 4 à 6 fiches maximum doivent être présentées. Le cadre de TEN, c'est du coup se structure autour de 9 ambitions et plusieurs engagements que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Au niveau des ressources, comme je vous disais, dans l'accompagnement, il y a un certain nombre de ressources qu'on peut mettre à votre disponibilité, notamment sur les financements, parce que même si certaines actions peuvent ne pas coûter très cher quand on, quand on veut préserver la biodiversité, d'autres actions nécessitent un peu plus d'investissement et du coup, il y a différents financements qui existent que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Cette présentation sera à votre disposition pour accéder aux différents liens. Et voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que dans une semaine à peu près, on aura un document qui va sortir qui retrace un peu tout ce que je viens de vous dire, mais vous pourrez vous poser plus tranquillement pour vous guider dans la réalisation d'un plan local pour la biodiversité. Et puis, 8 recommandations quand même pour réussir son plan local, c'est de convaincre le conseil municipal ou communautaire avec les différents services de l'intérêt du projet, pas partir tout seul sur un projet comme celui-là pour qu'il puisse être pérennisé dans le temps, de définir une gouvernance et de monter une équipe projet, de nommer un référent pour suivre ce plan, d'approuver le lancement de la démarche via le vote d'une délibération de la collectivité. C'est ce qui vous sera demandé dans le cadre d'une candidature TEN, en tout cas, de définir les moyens disponibles pour réaliser ce plan d'action, de faire les liens avec les compétences de la collectivité et les différents services, et puis de faire l'état des lieux des actions que vous réalisez déjà, de faire le lien avec l'ensemble des partenaires du territoire et les habitants pour que chacun prenne sa part dans la préservation de la biodiversité. Voilà, j'en ai fini. J'ai un peu accéléré sur la fin. J'espère que j'ai pas perdu trop de monde. Merci Thomas. Oui, en effet, tu es très bavard, tu as un peu Ouais, exposé le temps, mais c'est pas grave. On est encore dans les temps. Il n'y a pas beaucoup de questions et j'ai envie de dire tant mieux, puisque j'aimerais qu'on passe après au témoignage. Il y en a quand même une. Je vais vous la poser, je vais te la poser. Est-il préférable de commencer par un atlas communal de la biodiversité, puis de s'engager dans TEN, ou inversement, de s'engager d'antenne et puis ensuite d'élaborer un atlas de la biodiversité communale? alors, j'ai envie de dire Réponse que courte, oui, Monsieur Fourest. les deux, les deux dispositifs peuvent être faits de façon concomitante, c'est-à-dire qu'on peut très bien déposer un projet territoire engagé pour la nature dans lequel on s'engage d'ici 3 ans à réaliser un atlas de la biodiversité communale. Voilà. Après, la logique voudrait qu'on réalise son diagnostic avant d'avoir un plan d'action, mais on peut avancer de concert, j'allais dire. Merci. Sachant que le guide sort prochainement, Tout à fait. évidemment, on vous tiendra informé dès qu'il sortira. On va dire d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Si vous le voulez bien, on passe au témoignage des collectivités. On démarre par Colobrières avec Madame Nelly Lapré. Nelly, si vous voulez bien Oui, partager votre écran pour partager la présentation. Voilà, vous m'entendez? oui, On vous, parfaitement. on vous Vous me entend, voyez également? on voit votre présentation, il faut Oui, la démarrer voilà, super, voilà, c'est bon. Oui, il y a un super. petit temps de latence. Donc, bonjour à tous. Je représente la commune de Colobrières, qui est une commune rurale. Et pour vous expliquer que même une petite commune, sans beaucoup de moyens, peut arriver à mettre en œuvre un plan d'action pour la biodiversité.
chose que si on l'avait vu inscrit comme ça, l'idée nous semblait bonne, mais on ne se serait pas lancé. Et finalement, une chose en entraînant une autre, on y est. On en est très content. Voilà. Alors, Colobrières, donc c'est un peu moins de 2000 habitants pour une superficie importante de près de 11 000, enfin plus de 11 000 hectares, située au cœur du massif forestier des Maures, comme nos collègues du Canet. Un patrimoine naturel important, reconnu et protégé, qui est reconnu comme étant un réservoir de biodiversité à l'échelle de l'aire toulonnaise, avec de nombreuses osniefs, un site Natura 2000, plaine et massif des Maures, une réserve biologique intégrale également, et une commune engagée dans le développement durable depuis plus de 20 ans, qui a donné lieu à un agenda 2021, maintenant appelé agenda 2030. Voilà. Donc c'est vrai que Colobrières, les élus sont très engagés depuis de nombreuses années dans le développement durable, mais pas spécifiquement la biodiversité, qui nous semblait avoir un aspect scientifique qui ne faisait pas partie de nos compétences. Donc c'est vrai que c'est un aspect du développement durable qu'on avait un peu mis de côté et dont on avait laissé les spécialistes, animateurs du site Natura 2000, etc., se charger. Ou alors vraiment ponctuellement dans le cadre de plans et programmes, d'évaluation environnementale, comme lors de l'élaboration du PLU, vraiment pour des choses ponctuelles. Et pour les aménageurs, mais sinon, voilà, biodiversité, c'était bien, mais on voyait ça un peu de loin, quoi. Et finalement, donc ça, c'est des espèces présentes que vous voyez à Colobrières. Et quand même, en 2018, une commune labellisée capitale française de la biodiversité, enfin village nature, avec 2 libellules, qui ont été les prémices de notre engagement. Voilà. Un peu poussé parce que ça nous semblait intéressant. On avait vu l'appel à manifestation d'intérêt pour réaliser un atlas de la biodiversité communale. Donc, bon, on ne savait pas trop, ça nous semblait intéressant. On a candidaté, la commune a été retenue pour avoir les financements et on s'est lancé là-dedans. Pareil, ne sachant pas trop à quoi ça allait aboutir. Mais ça nous semblait une bonne idée. Et voilà, le doigt a été mis dans l'engrenage. Donc, on a recruté un animateur. C'est pas une action qu'on a portée en interne, hein, même si bien sûr, on nous souvions ça de très près. C'est le SENPACA qui a réalisé l'animation, avec aussi un appui très proche du syndicat mixte du Massif des Maures qui gère le site Natura 2000 de Colobrières. Parce que c'est des gens qui ont l'habitude aussi de travailler ensemble, qui savent où chercher des données scientifiques, qui en ont déjà porté ailleurs. Ça a vraiment facilité les choses. Il a été réalisé sur 24 mois, donc 2019-2020. Alors, il avait démarré, on avait un comité de pilotage avec des experts. C'est vrai qu'on a la chance en commune d'avoir des spécialistes retraités sur les oiseaux ou les papillons, ou des personnes intéressées dont c'est le hobby. Donc, on s'est appuyé sur toutes ces personnes-là aussi pour diffuser, parce que l'idée de l'ABC, c'est pas de faire un truc scientifique dans son coin entre spécialistes, mais c'est au contraire de diffuser, de partager l'information et de créer cet échange. Et bon, la difficulté, c'est que c'était la pandémie après qui a eu lieu et la crise sanitaire, hein, qui fait que c'est vrai que l'aspect participatif, on l'a un peu perdu sur la deuxième moitié de l'ABC, malheureusement, mais ça n'a pas empêché qu'il a été mené à bien. Donc 5 partenaires aussi, la commune, l'OFB, l'Adréal, le SENPACA et le syndicat mixte du Massif des Maures. Nous avions, en concertation avec le syndicat mixte du Massif des Maures, déterminé des habitats et des groupes d'espèces sur lesquels nous voulions que l'ABC se focalise. Parce que sinon, il ne faut pas que ça parte non plus dans tous les sens. Des espèces, des habitats, il y en a énormément. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose d'exhaustif, c'est vraiment de cibler
sur des choses qui nous semblent importantes, où il y a des manques scientifiques également. Et on voulait, vis-à-vis de la population, mettre en valeur d'autres espèces que la certes emblématique tortue d'Hermann, mais bon, on voulait autre chose. Voilà. Donc on s'était basé sur deux habitats qui étaient les châtaigneraies, hein, qui est un habitat emblématique de Colobrières, et les marais-ruisseaux temporaires, et également sur les groupes, les papillons de jour et l'avifaune. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, sur la carte que vous voyez à gauche, carte de Colobrières, en orange, c'était les observations scientifiques qui étaient dans la base Silène, hein, qui étaient enregistrées, et en vert, tous les compléments qui ont été réalisés dans le cadre de l'ABC. Donc, c'est vraiment pas neutre scientifiquement parlant. 168 observations, 9 relevés floristiques, 2 nouvelles espèces de papillons, pour ne parler que de ça, hein, qui ont été recensées sur la commune. Ça, c'est pour l'aspect scientifique. Et après, l'ABC comprend un volet participatif vis-à-vis de la population, qui est très important. Donc, 3 inventaires qui consistent en des balades, randonnées ouvertes à tous, qui permettent le comptage d'espèces, des conférences, bien sûr, réunions publiques, et un concours photo également. Ça, c'est tout ce qui a été réalisé. Et vis-à-vis de la jeunesse, des enfants, des animations scolaires et pédagogiques auprès des écoles, mais également du centre de loisirs. L'aboutissement de l'ABC, c'est un livret, vous voyez à gauche, qui est destiné à être distribué à large échelle à toute la population. Et également un plan d'action qui, ça, reste en commune et qui aboutit à 3 actions de préservation identifiées. Ça, ce sont les 13 actions issues de l'ABC. Alors, on va dire qu'il ne faut pas avoir peur, puisqu'il n'y a rien de... Pas d'exceptionnel, mais je veux dire, c'est des choses qui sont à la portée de la commune, certaines dont on a des consciences, qui sont en cours, mais au moins ça permet d'orienter ou de réorienter, d'insister sur certaines choses. Ça clarifie l'action de la commune en plusieurs thèmes. Donc, un premier thème, activité agricole, forestière et biodiversité. Un pôle un peu aménagement avec l'accueil de la biodiversité en milieu urbain. Un pôle et 2 pôles plus scientifiques avec gestion des espèces exotiques envahissantes et l'amélioration des connaissances naturalistes. Donc, tout ce plan d'action, ce sont des idées à développer, bien sûr, en commune, parce que l'ABC, c'est vrai que, bon, on l'a réalisé, on s'est sorti du Covid, donc c'est vrai qu'il était resté un peu sur un coin de la table. C'est pas une fin en soi. C'est pas un outil qui est destiné à être une fin en soi. C'est pas comme une évaluation environnementale. Au contraire, ces actions, il faut. Alors, il n'y a pas de calendrier. Hein, c'est pas un schéma directeur non plus. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire. Allez, la biodiversité, la commune, elle y va aussi. C'est pas seulement une affaire de scientifiques. Nous aussi, il y a certaines actions qui peuvent être facilement portées, d'autres à travailler, à réfléchir plus tard. D'autres où la commune finalement va être seulement engageante et va transmettre à d'autres intervenants. Hein, je pense par exemple à tout ce qui est castagniculture, viticulture, des FCI, où là ce ne sont pas des compétences communales, mais on peut tout à fait diffuser l'information et la soutenir auprès des agriculteurs. Voilà. Donc, ce que vous voyez en gras, ce sont les actions, 3 actions que la commune a décidé de développer à court terme et qui ont fait l'objet d'actions développées dans sa candidature territoire engagé pour la nature. Donc, le pastoralisme. Alors, nous, on n'a pas de berger en mairie, hein, c'est sûr, mais on a des terrains communaux. On a aussi communes forestières, donc ce qu'on appelle des interfaces et des pare-feux, des FCI importants, avec déjà un pastoralisme qui existe, un plan d'occupation pastorale intercommunale, hein, un POPI,
Et on s'est dit, ben, on va un peu plus insister là-dessus, et déjà en commençant sur les parcelles communales. On est propriétaire, on va développer le pâturage en respectant donc, les préconisations de l'ABC en matière de pastoralisme. Donc c'est des périodes, c'est ce genre de choses. Développer le pastoralisme sur les terrains communaux. Voilà. Et comme ça, après, on va donner envie, puisqu'il y a aussi un projet pour développer le pastoralisme dans la castelliculture, dans la viticulture, qui est une recommandation de l'ABC. Ça, c'est quelque chose qui se travaille à plus moyen, long terme, parce qu'il y a un peu des conflits avec certains exploitants qui ont quelques craintes, on va dire. Donc, ça, mais on se dit déjà, si on donne l'exemple dans les parcelles communales, petit à petit, on y viendra. Voilà. Deux axes aussi qu'on a souhaité développer. Donc, c'est pas un hasard s'ils sont dans la catégorie aménagement, puisque c'est vraiment là où la commune a toutes ses compétences. Avec accueil de la biodiversité en ville. Donc là, on s'est dit, là, ça nécessite un peu plus de travail de terrain. L'embauche d'un stagiaire spécialisé qui fait d'un niveau un peu master 1 par exemple, et sur quelques mois effectivement le faire travailler sur les bâtis en ville, rechercher quel type d'aménagement peut être proposé. Donc, on ne sait pas pareil, on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Peut-être au final, il faudra faire des aménagements, mais on verra. Déjà, c'est lancé. Faut pas voir la montagne, hein, il faut faire un pas après l'autre. Donc, déjà, lancer ça, rencontrer les gens, voir ce qui se passe ailleurs, comment ça peut se faire. Parce que des oiseaux, il y en a dans les platanes. On a vu, il y a beaucoup euh, de petites chouettes qui nichent dans les platanes, dans les greniers, les soupentes, les génoises des maisons du centre ancien. Il y en a beaucoup. Donc jusqu'à présent, bon, c'était sympa, on les regardait, mais là on s'est dit il faut aller plus loin, faire quelque chose. Donc là, c'est l'occasion. Et une troisième action qui est de développer, d'améliorer la trame verte et bleue en tissu urbain. Donc, le PLU de la commune date de 2017, donc il a fait l'objet en son temps d'une évaluation environnementale qui était déjà elle-même assez poussée pour l'époque. Mais voilà, ça a déjà 7 ans. Donc là, on va entrer en révision du PLU avec une mise à jour de l'évaluation environnementale et donc modifier la trame verte et bleue en intégrant les préconisations de l'ABC pour pousser les choses encore plus loin. Voilà. Sur donc les autres actions, ce que j'ai dit, les connaissances naturalistes, par exemple, ça demande plus de connaissances scientifiques. C'est quelque chose qu'on fera peut-être, mais pas seul, peut-être avec le syndicat mixte, parce que bah là, vraiment, clairement, nous, on n'a pas les compétences pour encadrer, même si on prenait un stagiaire, on n'a pas les connaissances scientifiques pour l'encadrer sur ces thématiques. Et après, ça voudrait dire engager un bureau d'études spécialisé. Bon, je sais pas, là, bien sûr qu'on ne s'interdit pas d'y aller, mais peut-être pas à court terme, quoi, voilà. Sur les espèces exotiques envahissantes, c'est quelque chose qui est déjà à l'étude via d'autres structures. Je pense au syndicat mixte du bassin versant du Gapot qui intervient sur les bambous et cannes de Provence dans les cours d'eau. Le Mimosa, enfin l'ONF, Mimosa. Voilà. Donc là, on s'est dit qu'il y avait déjà des actions engagées par ailleurs. Donc ça ne nous semblait pas prioritaire de s'engager déjà là-dedans. Voilà un peu les raisons de nos choix sur le plan d'action. Donc vous le voyez, c'est rien non plus d'exceptionnel. Certaines sont tout à fait faisables. Et la plupart, il y a une bonne moitié en fait qui n'engagent pas spécifiquement la commune et qui donc sont amenés à plusieurs. Hein, voilà. Donc Thomas Forest en parlait tout à l'heure. Une quatrième action qu'on a développée dans le cadre de notre candidature Territoire engagé pour la nature,
c'est l'aire terrestre éducative de l'école Varenne. Donc l'école Varenne, c'est l'école communale de Colobrières. Et la classe de CM2 qui s'est lancée dans une ATE l'année scolaire dernière, 2022-2023, et qui a été labellisée en juin 2023, labellisée ATE. Donc c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis plusieurs années, l'ATE. On avait vu justement sur les ressources de l'ARB d'ailleurs, ça nous avait semblé très intéressant, mais vraiment l'impulsion, c'est un instituteur, parce que c'est porté par un instituteur qui doit se lancer, c'est lui qui porte surtout le projet pédagogique, et c'est ce qui faisait défaut les années précédentes, et c'est ce qu'on a eu l'année dernière. Voilà, un instituteur qui est en l'occurrence la directrice également du groupe scolaire, et avec sa classe de CM2 qui a porté le projet, avec le syndicat mixte aussi du Massif des Morts l'année dernière. Et la commune va reprendre plus les choses à partir de maintenant. Donc le label a été obtenu sur donc vous voyez, j'ai mis un peu plusieurs choses. Donc je ne sais pas s'il faut développer les ATE, mais c'est vraiment les enfants qui sont partie prenante, c'est eux qui choisissent le site. Il y a des travaux en classe et sur le terrain. Une fois qu'ils ont choisi le site, ils vont observer. Chaque observation peut donner lieu, c'est au choix de l'enseignant, peut donner lieu à des réunions, des explications d'un spécialiste. Ils peuvent aussi faire des déplacements à l'extérieur sur d'autres sites pour approfondir certains points. Et il y a donc des intervenants extérieurs et également une structure animatrice qui doit porter l'ATE. Donc le choix du site, l'année dernière, c'était vraiment la mise en place. Donc le site a été choisi. Ils ont étudié de façon assez succincte les espèces présentes et toute la partie gestion de l'ATE, puisque le but de l'ATE, après, c'est que les enfants gèrent le site, voient un peu les contraintes, les enjeux et proposent des réponses pour préserver la biodiversité qu'ils ont pu constater sur ce site. Et donc après, il y a des choses concrètes à mettre en place. Ça fait l'objet des années à venir du coup de l'ATE, maintenant que le label est obtenu. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup parce que c'est transmissible. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet, les enfants, et d'une classe à l'autre. Donc nous, on a choisi fin du printemps, on a le Festival Nature, qui est un événement récurrent sur Colobrières. Et à l'occasion du Festival Nature, qui coïncide, qui est un peu avant la fin de l'année scolaire, les enfants de la classe de CM2 font un atelier et transmettent à leurs parents et également aux enfants du CM1 qui vont passer ensuite en CM2 et seront donc concernés. Ils transmettent tout ce qu'ils ont appris sur l'ATE au cours de l'année. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Madame Lapré, je Oui. vous invite à conclure. Je sais que vous avez encore... Voilà, c'est la conclusion. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est une maxime personnelle. En matière de biodiversité, donc la route est longue, mais les premiers pas sont faits et le chemin est tracé. Donc l'ABC a permis de tracer le chemin, on va dire, bien qu'il était tracé en fait avant par toute cette culture de développement durable, mais voilà, un pas après l'autre, on y vient et là on rentre vraiment, quand on se retourne et qu'on regarde le chemin parcouru, on se dit que finalement on est dans la bonne direction et voilà, on souhaite continuer. Écoutez, merci beaucoup, Madame Lapré, pour ce témoignage. Je vous propose de cumuler les questions avec le deuxième témoignage. On passe directement la parole à Sébastien Aubard, de la commune du Canet des Morts. Et on groupera les questions après cette deuxième intervention. Sébastien, je vous laisse Bonjour, la parole. bonjour à tous.
Je vais partager l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est parfait, ouais. Voilà. Bonjour à tous, donc Sébastien Aubard, responsable du pôle urbanisme et développement durable de la mairie du Canet des Morts. Je vais essayer de faire un peu court pour qu'on ait du temps pour les questions. Le Canet des Morts, une ville engagée dans le développement durable depuis plus d'une quinzaine d'années, qui est au sein de la communauté de communes Cœur du Var, donc pas loin de nos amis et collègues de Colobrières, un petit peu plus au nord, on va dire, de la plaine des Morts. Euh, plus de 5000 habitants, donc aussi une commune rurale, 7400 hectares, avec la particularité d'avoir, comme vous le voyez sur la carte de droite, plus de la moitié du territoire en fait qui est sous la réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts ou des sites Natura 2000. Mais voilà, donc on a plus de la moitié de la commune qui est en espace naturel, 60, plus de 66%, dont une grosse partie en site protégé. Euh, une particularité de la commune, c'est le dédoublement du village, c'est-à-dire qu'il y avait le vieux village sur le Piton Rocheux, et après, à l'arrivée du train, le long de la nationale, on va dire, au niveau de la nationale, pour ceux qui connaissent, sur l'axe le Luc, le Canet, le village est descendu dans la plaine autour de 1900. Ce qui fait qu'on a un village un peu plus récent, ce qui permet certaines actions un peu plus favorables sur nos actions, dans le cadre de notre démarche de ville verte. Un constat qui est peut-être partagé avec d'autres communes, mais on est face à une croissance démographique soutenue avec une augmentation des demandes d'urbanisme qui explose, qui forcément fragilise, va tendre vers une fragmentation du territoire, une destruction des habitats, artificialisation du sol. Ça, c'est un constat. Dans les enjeux, il faut justement préserver ce milieu, ces écosystèmes, euh, tout en assurant quand même un développement durable, local du territoire, économique. Il faut que le territoire s'adapte, mais à ces enjeux qu'il faut quand même bien prendre conscience. C'est important dans le diagnostic de prendre conscience de ces enjeux, de bien connaître son terrain avant d'avancer. Notre démarche à nous, notre plan local de biodiversité, même s'il n'est pas formalisé ainsi, mais on l'appelle la démarche ville verte, la stratégie ville verte. Elle est surtout, dans un premier temps, j'ai voulu on met toujours cette diapo-là, parce qu'en fait, elle est portée non pas par une personne, par un service, elle est portée, ou par le maire, elle est portée par la mairie, un territoire, la mairie. Au sein des équipes techniques, il y a une transversalité entre toutes les équipes, avec donc le pôle urbanisme développement durable, mais les services techniques, développement économique, touristique, culture, éducation, communication, toutes les branches actives d'une collectivité, d'une commune classique, mais tout le monde est intégré au sein de cette stratégie. C'est pas fait dans un coin. Et ça, par rapport à, comme on disait Mme Lapré tout à l'heure, effectivement, ça, c'est pas de l'argent, hein, c'est de l'organisation. En termes d'argent, on a comme une ligne qui est dédiée au développement durable, qui nous permet de faire des actions, donc on pourra évoquer après. Et au sein du pôle, on a aussi, ça c'est une force, c'est un choix politique fort, mais on a 1,5 ETP dédié au développement durable. Grosso modo, il y a moi pour 0,5, mais surtout on a la chance d'avoir une chargée de mission développement durable depuis 2 ans, qui a grandement facilité nos actions. Et ça, c'est un choix politique fort, c'est un investissement, mais c'est un coût qui permet aussi derrière l'application d'une stratégie et d'action à une échelle un peu plus déployée. Et on a bien sûr les services espaces verts qui, eux, sont sur le terrain pour mettre en place la plupart des actions. On a un engagement depuis plus d'une quinzaine d'années dans le plan durable, avec aussi la création d'un agenda 21 qu'on souhaite basculer sur stratégie ville verte, agenda 2030, peu importe le nom, mais vers ce plan local de biodiversité un peu plus formalisé. J'ai mis cette diapositive parce qu'effectivement, comme nos amis de Colobrières, on a été reconnu territoire engagé par la nature avec, à l'époque, capitale française de biodiversité avec 2 libellules et les engagements TEN déjà. Ça, c'était très important parce que ça nous a permis, je vais en parler juste après. On a aussi, avec la RBE, pris part au label territoire une COP d'avance qui se veut un peu plus large avec des thématiques au-delà de la biodiversité qui nous semblaient intéressantes. Le ville et village fleuri assez classique qui a aussi fait sa mutation. C'est plus des kilomètres de géranium. Mais... Pourquoi je parlais de TEN parce qu'en fait, nous, on y est depuis 2019. C'était important pour nous. C'est important. Le label, sans en faire de pub, mais le label
nous semble important parce que déjà, on n'est pas tout seul. On a un appui technique, partenarial avec la RBE. On fait partie d'un réseau. Il y a comme aujourd'hui, il y a des webinaires, il y a des journées d'information, il y a de la doc, des ressources. Quand on a des questions, il y a des réponses. Il y a des rencontres en physique aussi qui sont assez intéressantes. Ça permet non pas de, c'est pas un concours, ça permet pas de se positionner, mais ça permet de prendre des bonnes idées, prendre des exemples, des démarches qu'on n'avait pas forcément pensé ou qu'on avait vues d'une autre façon, confronter un peu les idées. Ça, c'est très intéressant. J'ai mis aussi, c'est cette action de concertation, mais j'ai mis aussi un peu approbation de l'action auprès de spécialistes parce que, bah, étant petite commune, on a nos services, on a nos historiques personnels, on a nos compétences. Maintenant, quand on a des questions récemment sur la gestion des eaux pluviales, je suis très content d'avoir un contact à l'arbre qui est un peu plus expert sur cette question-là, sans avoir tout de suite à solliciter un bureau d'études, mais au moins pour réorienter. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Après, ça fait une légitimité auprès de la population. La population, le label, elle, ça parle pas. Mais ça nous permet, nous, en tous les cas, de légitimer que nos actions vont dans le bon sens, vont dans le cadre d'une stratégie, sont faites de manière partenariale. Donc ça, c'est assez important. Et puis, alors, le point, je l'ai mis en dernier, mais c'est presque le plus important, c'est qu'en fait, ça nous sert d'outil de suivi avec des objectifs. C'est-à-dire que bah, cette ligne, en 2019, comme toutes les communes, vous savez, toutes les communes font des petites actions sans s'en rendre compte. Des petites, c'est pas péjoratif, mais des grandes actions, mais sans s'en rendre compte. Le fait d'avoir passé du temps en 2019 autour du questionnaire, puis là récemment pour le renouvellement, a permis en fait un peu de contextualiser nos actions au sein d'une stratégie. Et ça, c'était assez intéressant parce que bah, certaines actions, on les a vues différemment. Ça a permis aussi de définir des objectifs de suivi. Alors, bah, pour tendre vers, c'est-à-dire que c'est tout bête, mais en termes de préservation des écosystèmes, bah, on a un peu des objectifs de résultats, entre guillemets, qu'on s'impose à nous-mêmes, mais c'est assez intéressant. Et quand on a fait le bilan des 3 premières années du TEN, bah, on avait aussi vu qu'il y a des points qu'on aurait dû travailler, et puis par multitude d'actions, on les a mis un peu de côté. Donc on les a, voilà, ça nous paraît assez important. Je voulais parler de ça parce que comme outil de suivi, ça nous paraît assez important. Après, très rapidement, la démarche Ville verte, pour nous, qu'est-ce qu'elle a amené, cette stratégie, ce plan local de biodiversité en termes d'action? Qu'est-ce qu'elle a amené? Déjà, ça a permis, donc à travers, on a aussi un ABC qu'on vient de finir. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'intégration des données ABC dans les PLU, SCOT et autres documents de planification. Bon, bah nous, clairement, on a intégré nos données ABC dans le cadre du PLU. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, je vous ai mis nos AP. Et bah, concrètement, sur un secteur du territoire où il y a le Réal Martin, ça nous a permis de renforcer la trame verte et bleue, la trame turquoise, parce qu'on avait observé une espèce. Alors, observer une espèce ne veut pas dire sanctuariser la ville entière, mais veut dire repenser l'urbanisme et l'aménagement avec un œil paysager, avec un œil de biodiversité, avec un œil de nature en ville. Et c'est pas pour autant qu'on a diminué notre densité de logement, c'est pas pour autant qu'on a diminué la, la, la surface constructible. On a plus été presque touché par les différentes évolutions de lois d'urbanisme en termes d'artificialisation des sols que par l'ABC. Là, par contre, l'ABC nous a permis d'identifier des secteurs à enjeux à préserver et donc en plein même du centre-ville à identifier, comme là on le voit sur l'OAP. Donc c'est un très bon exemple. On a quasiment un tiers de l'OAP qui est en partie espace vert à protéger. Pour autant, la densification de logements, la constructibilité, on va dire, en zone U sur les carrés roses, saumon et gris reste la même. C'est juste qu'on a un peu plus densifié. On a travaillé sur la hauteur, sur des choses comme ça. Mais il n'est pas venu confronter. Voilà, il vient amender, il vient accompagner, aider, mais il ne vient pas annihiler. Et encore moins le SCOT. Il y avait la question sur le SCOT. Pour y répondre, bah, ça c'est le SCOT, nous, il est en cours de révision. Ces données vont permettre d'amender, mais en aucun cas on va sacrifier, sauf si vraiment il y a un espace où il y a une espèce indicatrice, une espèce protégée à fort enjeu qui est soulevée. Mais généralement en centre-ville, elles sont parties depuis longtemps.
Par contre, dans le périurbain, oui, ça existe. Après, cette prise en compte de la biodiversité, bah, comme j'ai mis au travers de la planification urbaine, la végétation des espaces, diminution de la zone urbaine par rapport à... On est quand même à moins de 5%, nous, sur le Canet. Donc, vous imaginez bien qu'en 5%, dans ces 5%, il ne faut pas non plus qu'on vienne trop la miter. Donc, par contre, on essaye de conforter les trams. La trame noire, très importante, turquoise, voilà, ça, c'est des choses qu'on a pris en compte au sein du territoire. Et puis après, les démarches, les données de l'ABC peuvent être intégrées dans les PLU via des démarches approches environnementales d'urbanisme, les OAP, les espaces boisés classés, espaces verts protégés. C'est des acronymes qu'on connaît souvent en termes d'urbanisme, mais on ne sait pas très bien comment ils sont construits. Bah, nous, grâce à l'ABC, on a su à peu près les construire nous-mêmes. Un autre point assez important de cette planification et de cette connaissance qui est ressortie de l'ABC, c'est la valorisation du foncier. Ça fait un peu des grands mots de dire optimisation du foncier, acquisition ciblée. En fait, c'est quoi? Concrètement, bah, sur des espaces, les communes ont des droits de préemption urbains, les communes ont des droits de préemption via la SAFER. On reçoit tous les notifications d'une parcelle à tel endroit, parcelle à tel endroit. Bah, là, maintenant, on a un canevas, une cartographie qui nous permet de savoir si telle parcelle se trouve quand même dans un secteur où il y a une espèce particulière à protéger. Donc, nous, on avait la diane, un papillon. Bah voilà, on sait que de tel côté, s'il y a un terrain, on se met en veille et on essaye via la préemption de l'acquérir. Et au même titre, grâce à l'ABC, on a découvert une ancienne oliveraie un peu abandonnée, dont le propriétaire ne se servait plus, qui était un réservoir de biodiversité exceptionnel. Bah, on a pris contact avec le propriétaire pour entamer des démarches d'acquisition. Donc voilà, ça c'est une retombée de l'ABC qu'on oublie un peu, mais qui permet d'orienter la stratégie foncière. Et donc, d'optimiser le foncier, c'est aussi dire optimiser l'argent qui est mis. Quand vous avez un budget qui est dédié à l'année, qui est limité par rapport à la superficie, bah, au moins vous ciblez des zones qui potentiellement sont à préserver. Ensuite, on avait des outils qui sont venus un peu en complément de l'ABC, mais la gestion différenciée des espaces. On a plus de 300 arbres plantés en 10 ans avec la création de mini-forêts. Là aussi, les arbres, l'ABC permet, l'ABC et la volonté, nous on a une forte volonté dans la ville verte, stratégie ville verte de la nature en ville, de renaturer un centre-ville. Les arbres sont sélectionnés en fonction du profil, en fonction des essences. On essaye de travailler des fausses communicantes végétalisées avec certaines espèces en fonction de si on veut des mellifères pour attirer des petites baies, pour des petits passereaux, des petits oiseaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien. On ne fait pas des rangées de platanes, mais on essaye voilà, vraiment de diversifier nos espèces arbustives et arborées. Après, bon, le paillage local, et on suit. Une des actions de l'ABC a été quand même de confirmer quelque chose qu'on pensait, mais là, on en est sûr, de faire un suivi de diagnostic arboré 2.0, c'est-à-dire qu'on a déjà un premier recensement de tous nos arbres, mais là, avec les dernières plantations, et puis on veut avoir un suivi un peu plus fin, avec un forestier qui vient nous orienter sur la stratégie d'entretien de nos arbres communaux. Voilà, toutes ces actions tendent vers lutter contre le réchauffement climatique en diminuant la température et en faisant une canopée urbaine. Enfin, le village, si vous avez l'occasion de traverser, ce sera avec plaisir de vous le faire découvrir, mais on travaille à qu'il soit traversé d'une canopée urbaine verte et d'une trame noire pour avoir entre les différents sites de gîtes à chiroptères des communications. Prise en compte de la biodiversité, comme je l'ai dit, on n'est pas tout seul. On a travaillé avec des experts locaux, souvent pas forcément payants. Il ne faut pas toujours voir payant. Il y a des conventions payantes, LPO, SNPACA, effectivement, mais on a des experts bénévoles, des associations locales qui nous aident. On pose des nichoirs. Par exemple, pour les groupes locaux de la LPO sont totalement bénévoles et nous aident pour le suivi et la pose des nichoirs. Donc, plutôt que de dire on va mettre 10 nichoirs à Mésange, ben là, en fait, on a demandé au groupe, on a fait une petite étude avec eux, gratuite. Ils nous ont aidés à choisir les lieux, les nichoirs, l'orientation et le suivi après derrière, et former aussi nos équipes d'espaces verts pour l'entretien et le suivi. On a du coup, vous voyez en haut à droite des petites mésanges qui viennent, et puis en bas à droite, un hibou petit duc même qui est venu s'implanter. L'Atlas biodiversité, j'en ai parlé. Voilà. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'était la concertation. En fait, on n'est pas tout seul.
C'est pas Sébastien dans son bureau avec Andrea, c'est pas le maire tout seul dans son bureau, c'est déjà les équipes, le public. On a fait des concertations, l'ABC, on a fait, à titre d'exemple, plus de 25 animations, quasiment une tous les mois, pour 7000 observations. Dans les 7000 observations, il y en a presque 5-6 000 qui sont liées à des opérations, c'est-à-dire des camps de prospection, des inventaires participatifs, des choses comme ça. Mais il y en a presque 1000-1500 qui sont faits par des bénévoles suite à l'ABC, c'est-à-dire qu'on a essayé de les inciter à leur expliquer les outils pour partager les données, hein, sur PhonePaca, sur Silène, des outils d'inventaire citoyen. Et donc, de même, bah, il y a presque déjà 1500 données qui remontent de la part de la population et qui sont validées après par les organes de ces dispositifs. Mais ça, c'est totalement gratuit. En fait, on a juste fait de l'animation, de la concertation, on a expliqué. Puis maintenant, les gens se sont appropriés les outils et le territoire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Des experts des experts en partenariat, donc le CNPACA et l'LPO, ça c'est effectivement des experts. En plus, on a la chance de les avoir sur le territoire, mais voilà, le Conservatoire d'espaces naturels PACA et la LPO, c'est quand même deux experts qui sont généralistes et qui arriveront à vous apporter des réponses. Maintenant, il y a des associations locales. J'ai cité Espèces parce qu'on a travaillé quelques fois avec eux. Il y a des experts locaux, même à travers l'ABC, en fait. En faisant un camp de prospection, on s'est aperçu qu'il y a des experts qui venaient, qui étaient très intéressés de découvrir certaines espèces qu'ils ne les avaient pas vues, de Marseille. On a pris contact avec eux et au besoin, ils reviennent faire des petites formations, des petits ciné-débats, des petites interventions gratuites en médiathèque. Donc, le tissu local est vraiment important. Et les associations locales, n'en parlons pas, que ce soit celle un peu plus mairie, c'est CFF, mais les randonneurs, ça, c'est des acteurs sur le territoire, c'est juste exceptionnel quand on peut réussir à les avoir et à les intégrer. Et après, il y a des partenaires plus institutionnels. La RBE, ça c'est indéniable parce que à travers toute la diapositive que j'ai fait tout à l'heure, mais la communication, la mise en réseau, les documents, voilà, ça c'est très important. Et le Biodiff Tour, voilà. Peut-être, pour ceux qui connaissent pas, bien de voir ce que c'est. Département, région, nous on a la chance d'avoir la réserve, donc c'est sûr qu'on a aussi la réserve comme acteur, mais la réserve ne va agir que sur son territoire. La région, le département sont des acteurs aussi importants parce que les espaces naturels sensibles, les anciens ENS maintenant restent une compétence du département. La région nous accompagne aussi des fois dans l'amélioration de la connaissance ou surtout sur la partie forestière. Et après, j'ai mis le réseau. Le réseau, c'est quoi le réseau? Le réseau, bah, c'est au fil des rencontres, que ce soit des rencontres avec l'arbre, des communes, c'est tous ces échanges qui me paraissent importants dans le cadre pour mettre en œuvre le plan local de biodiversité. J'ai essayé de faire vite. Merci beaucoup. On va peut-être prendre quelques questions, même s'il est un peu tard. Désolé, on a pris un petit peu de retard sur le timing. Ma présentation était peut-être un peu longue. Merci Sébastien. Puis tu as déjà répondu à quelques questions sur la planification, effectivement, donc on ne va pas forcément les reprendre. Mais je vois sur les aires terrestres éducatives, il y a quelques questions qu'on peut peut-être prendre rapidement. Est-ce que vous participez financièrement aux aires terrestres éducatives et à quel niveau? Est-ce que la collectivité contribue financièrement? Et par ailleurs, quelles sont les associations qui vous ont accompagné dans ce cadre-là? Et puis dans le cadre de l'ABC aussi pour Colobrières, est-ce que dans le cadre de l'ABC, il y a des associations qui vous ont accompagné? Au-delà du CNPACA, je pense plutôt sur la mobilisation citoyenne. Voilà, donc tous les deux pour les ATE, puis même sur Oui. l'ABC, sur la mobilisation. Alors nous, sur l'ABC, oui, on avait un comité de pilotage. On avait regroupé les randonneurs, hein, également la société de chasse. Hein, c'est important aussi parce que ce sont des gens qui connaissent beaucoup le territoire. Et notamment pour les prospections, c'est très important de les associer, justement, de boucler la boucle avec eux. Et sinon, pas forcément association, parce qu'il n'y en avait pas de spécifiquement compétentes en biodiversité, mais c'était des personnes locales qui étaient anciens enseignants de faculté parfois, qui avaient quand même un bagage, des connaissances, des compétences, certains une volonté. Et alors, on n'a pas pu mener à terme, puisqu'après il y a eu le Covid, Oui, etc. Ça a été tout à compliqué. fait. Ouais. Mais voilà, mais après, c'est comme je disais, c'est pas une fin en soi, l'ABC. On va poursuivre. On est en train de réfléchir à mettre en place. Alors, ce qu'il faut, c'est cadrer les choses
et savoir où les gens, parce qu'il y a des sites dédiés où les gens peuvent Mhm. recenser les espèces, donc c'est faire passer ça. Et ça, il faut pas hésiter parce qu'on trouve toujours des gens qui sont volontaires et voilà, et qui souhaitent le faire. Il faut vraiment faire participer. Ça rentre tout à fait dans l'ABC, la participation, etc., hein. C'est doublement intéressant. Voilà. Ok. Ça, c'est Sébastien. vraiment important, juste pour compléter, mais c'est vraiment important, ces experts, ces associations locales. Nous, toutes les associations locales ont été sollicitées. Et à partir du moment où il y a un peu d'investissement de la commune sur une ou deux fois, sur expliquer comment marchent les outils, comment reconnaître les espèces, après, en fait, même nos agents techniques sur le terrain, en fait, c'est nos yeux. On n'a pas forcément l'opportunité, service urbanisme ou service en développement durable, d'être sur le terrain. On va pas non plus mandater un bureau d'études pour tenir des filets à papillons tous les jours. Mais en fait, à travers les gens qui sont sur le terrain, les associations, les services techniques, quand nos gars vont pour entretenir tel ou tel espace, bah maintenant, quand ils repèrent une diane, alors qu'il y a 3 ans, 5 ans en arrière, ils ne savaient même pas ce que c'était. Là maintenant, ils la notent. Il y a une remontée de l'information. Ils nous alertent sur c'est les yeux du terrain et donc ça c'est le service technique et après les experts. En fait, généralement, c'est comme un archéologue. Quand il y a à creuser, ils sont contents. Les passionnés sont contents. Bah, nous, à partir du moment où on a défini des espaces publics, des zones à inventorier, et ben là, 1500 observations sans que nous, on intervienne. C'est quand même assez exceptionnel. Et maintenant, ils nous sollicitent. Ah bah tiens, à tel endroit, j'ai encore eu la semaine dernière, à tel endroit, on a découvert ça. Ça serait pas mal de faire un inventaire sur cet endroit-là. Bah oui, pourquoi pas. C'est très important ça. Oui, donc ça crée une vraie dynamique de territoire et Ouais. d'implication de Ouais, ouais, différents ouais. acteurs, même Oui, au-delà de la commune. Euh, exactement. peut-être une question pour le Canet des Morts sur l'accompagnement envisagé sur l'expertise du patrimoine arboré par un forestier. Et se fait dans quel cadre? Dans le cadre d'une AMO ou d'une MO? Enfin, il y a un marché. On va faire, en fait, on a à peu près 600 arbres sur la commune qu'on souhaite intégrer au diagnostic. Donc, en fait, on va faire vraisemblablement on a fait un bon de commande, quoi, hein. Donc, un marché de maîtrise d'œuvre avec, on n'est pas sur des gros montants, hein. Donc, trois devis. Et donc, on a pris un ancien forestier expert, quelqu'un actuellement en travail à l'ONF, qui avait déjà réalisé le premier diagnostic en 2015. Et après, une, ça c'est deux privés, on va dire, et après une boîte sur Lyon, voilà, qu'on a consulté, et on attend les réponses là. Mais alors, voilà, ça c'est pour vraiment l'expert. Et après, quand même, on a la chance d'avoir un service espace vert avec des personnes qui savent de quoi on parle. Donc, en fait, qui savent lire ce genre de documents, quoi. D'accord. Peut-être Stéphanie, est-ce qu'on répondra aux questions par la suite ou Ben, oui, enfin, il il est est quand même un peu tard? 14h15. Ouais. Il y a des personnes qui commencent à quitter le webinaire. Ouais. C'est toujours un Donc, peu compliqué. on prendra les questions qui restent là, puis on vous enverra les réponses là avec nos différents intervenants. Euh, Peut-être juste vous dire que les prochains webinaires, bah, justement, on vient d'en parler, hein, l'arbre en ville, c'est un sujet qu'on va creuser le 7 novembre lors d'un webinaire, 1 heure pour comprendre et agir, et on creusera sans doute l'année prochaine à nouveau sur plusieurs webinaires. On est en train de préparer ça. Le 28 novembre sur le zéro déchet plastique dans les collectivités, où en est-on? Le 19 décembre sur les achats publics durables et le guichet vert en région. Euh, donc voilà, vous pouvez continuer à nous suivre sur ces différents webinaires. Euh, Stéphanie, est-ce qu'on a d'autres choses à indiquer? Ben Je non, pense c'est qu'on a à déjà peu pas près mal, tout les dit. 4 webinaires qui arrivent. Et en tout cas, remercier ben, tous les participants. Et puis vous deux, les deux collectivités, Merci à Élie vous. Lapré pour Colobrières et Sébastien Houbard pour le Canet des Morts. Merci Ouais. Merci pour votre beaucoup témoignage. Merci, pour votre avec investissement. plaisir. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Bon Au revoir. après-midi. Au Au revoir. revoir. Au revoir.